We begin today with bracing warnings about Donald Trump's assault on constitutional limits and a sitting Supreme Court justice making a rare public statement about the impact on the judiciary. Without directly naming Trump, Justice Ketanji Brown Jackson appeared to denounce the administration's repeated attacks on judges. Avez-vous déjà réfléchi profondément à ce qui se passe lorsqu'un chef d'État décide délibérément d'ignorer les limites de la Constitution qu'il s'est engagé à protéger? Il ne s'agit pas là d'une exagération rhétorique, ni d'une théorie infondée. C'est exactement ce dont toute la nation a été témoin en direct, devant les caméras des médias, et sans aucun signe de regret. Donald Trump a une nouvelle fois franchi la ligne de la légalité. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas seulement d'un discours provocateur ou d'une attaque contre ses opposants politiques. Cette fois-ci, il est allé plus loin. Il a directement défié la Constitution des États-Unis d'Amérique lors d'une cérémonie publique entourée de représentants du pouvoir judiciaire, de journalistes et de citoyens ordinaires. Et ce qui a suivi était symbolique et historique. L'un des ministres de la Cour suprême, l'un des 9 piliers du système juridique américain, s'est simplement levé et a quitté la salle, sans scandale, sans déclaration. Ce geste était silencieux, mais retentissant, car lorsque même un juge de la plus haute instance du pays estime qu'il n'est plus possible de rester assis face à cela, c'est le signe que les limites constitutionnelles ont été violées depuis longtemps. L'image de ce moment restera gravée dans les mémoires pendant des décennies. Un président en pleine attaque contre le cadre juridique de la République, rejeté par l'un des gardiens de la Constitution elle-même. Cela ne peut être considéré comme un épisode quelconque. C'est un symbole clair que la justice, même acculée, sait encore dire « ça suffit ». Pour ceux qui pensent que tout cela n'est qu'une scène de plus parmi tant d'autres controverses, il est essentiel de comprendre. Nous sommes face à un nouveau cycle, encore plus risqué. Il ne s'agit plus de conflits idéologiques. Nous avons désormais affaire à un dirigeant qui affirme ouvertement que les tribunaux n'ont aucune autorité sur ses actes, qu'aucune institution juridique n'a la légitimité de le restreindre, que son pouvoir est au-dessus des lois, formulées il y a plus de 200 ans, précisément pour empêcher des personnalités comme lui d'agir librement. Il ne s'agit pas ici de liberté d'opinion. Il s'agit en fait d'un rejet explicite du pacte fondateur de la démocratie. Et lorsqu'un président affirme cela devant le public et est ovationné, nous assistons à un point de rupture, un moment où le régime démocratique est mis à l'épreuve par des discours enflammés et des auditoires complices. Le plus troublant est de constater que cette érosion institutionnelle n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le début de son deuxième mandat, la relation de Trump avec le pouvoir judiciaire est devenue une zone de conflit. Il remet en question les jugements, attaque les magistrats, démoralise les tribunaux. Et il en fait un spectacle, un récit de victimisation, une croisade contre le soi-disant système. Mais ce qui semblait auparavant être une stratégie rhétorique politique a désormais révélé un projet de pouvoir sans limite. Nous sommes confrontés à une série d'actions coordonnées visant à affaiblir l'autonomie des tribunaux, lorsque Donald Trump qualifie un juge fédéral de déséquilibré et demande sa destitution simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec une décision. Ce n'est pas du langage de tribune, c'est un abus d'autorité, c'est une tentative de coercition explicite, c'est un signal d'alarme. Face à ce qui est en jeu, l'existence d'un équilibre institutionnel capable de limiter les désirs de tout dirigeant. Dans cet arrangement, le pouvoir judiciaire est un élément clé. Le magistrat attaqué par Trump, James Boasberg, n'est pas sans importance. Il s'agit d'un juge fédéral qui a pris des décisions cruciales dans les domaines de l'immigration, de la sécurité nationale et de l'interprétation de la Constitution en relation avec les politiques présidentielles. Et c'est lui qui, lors d'une audience délicate, a répondu à la thèse selon laquelle le président jouirait d'une immunité absolue, par une phrase qui a fait le tour des coulisses juridiques « Nous ne nous en soucions pas, nous ferons ce qui est juste ». Une déclaration ferme,
face à un président qui se comporte comme s'il était au-dessus des lois. Et lorsque cette tension explose devant les caméras, avec un ministre de la Cour suprême qui quitte la salle, et le président de la Cour, John Roberts, qui rompt le silence institutionnel pour publier une note publique de censure, ce qui est en jeu n'est pas seulement un désaccord entre les pouvoirs, c'est un effondrement institutionnel. John Roberts a toujours été reconnu pour sa discrétion, son aversion pour les polémiques et son engagement en faveur de l'image de neutralité de la Cour suprême. Le fait qu'il se soit exprimé serait déjà en soi un signe grave. Mais le contenu de son message a encore aggravé la situation. Roberts a déclaré que la destitution n'est pas un outil permettant de contester des jugements et qu'il existe des mécanismes juridiques, tels que les appels, pour traiter les divergences judiciaires. En d'autres termes, il a accusé Donald Trump de tenter de saper le fonctionnement normal du système juridique américain. Et lorsqu'un président conteste publiquement le droit des magistrats d'exercer leurs fonctions en toute autonomie, il ne fait aucun doute que la crise est réelle. Il ne s'agit pas d'une simple dispute entre partis. Il s'agit d'un dirigeant qui cherche à effacer les frontières entre les trois pouvoirs, souhaitant centraliser en lui-même toutes les sphères de l'autorité étatique. Et pour ceux qui pensent que tout cela est une exagération des médias traditionnels, il suffit d'écouter ce que les juristes les plus respectés mettent en garde. Les spécialistes du droit constitutionnel montent le ton. Ils affirment que cette série d'attaques est sans précédent dans l'histoire contemporaine et que, s'il n'y a pas de réaction institutionnelle immédiate, il ne sera peut-être bientôt plus possible de rétablir l'équilibre perdu. Car Donald Trump ne se contente pas de tester les limites, il façonne une nouvelle normalité. Il montre qu'il est possible de désobéir aux ordonnances judiciaires, d'humilier les magistrats en public, d'ignorer la Constitution et d'être encore célébré pour cela. Ce qui rend ce scénario encore plus alarmant, c'est le contexte dans lequel tout cela se produit. La Cour suprême est sur le point d'examiner une série d'affaires qui concernent directement les pouvoirs exécutifs du président. Des questions relatives aux droits de douane, à l'immigration, à la citoyenneté par naissance et aux décrets d'urgence seront bientôt examinés. Tous ces thèmes ont un impact sur la manière dont le pouvoir présidentiel pourra être exercé à l'avenir. Dans ce contexte, une question inévitable se pose. La Cour suprême va-t-elle protéger la Constitution ou s'incliner devant l'autorité de celui qui la défie ouvertement? Car si la Cour reste silencieuse ou décide toujours en faveur du président, le message qui sera transmis est celui de la soumission, de renonciation institutionnelle. Et dans ce cas, que restera-t-il de la démocratie américaine? Comment maintenir le discours de séparation des pouvoirs si l'un d'entre eux domine les autres, sans résistance, sans frein, sans conséquence? Comment garantir au peuple qu'il existe encore une justice, si la justice elle-même est publiquement vilipendée et que personne ne réagit? Dans ce scénario critique, chaque action prend de l'importance. Et la décision de ce ministre de la Cour suprême qui a quitté la salle pendant le discours présidentiel a été l'un des gestes les plus forts qui pouvaient être faits sans recourir à la parole. C'était une prise de position, un appel à la conscience nationale, un signe que la Constitution a encore des défenseurs prêts à se lever lorsqu'elle est attaquée. Et vous qui regardez cette vidéo devez savoir que votre indignation face à cette scène est légitime. Des milliers de personnes ressentent la même chose, des personnes qui croient que les institutions doivent servir la collectivité et non un individu. Si ce message vous a touché, si vous constatez que presque personne ne s'exprime avec le sérieux que ce moment exige, profitez-en pour vous abonner à cette chaîne. Ici, nous ne protégeons pas les puissants. Ici, la vérité est mise en lumière. Abonnez-vous et rejoignez-nous dans cette marche pour la responsabilité, le respect et la justice. La plupart des gens imaginent la fin d'une démocratie comme quelque chose d'abrupt, de flagrant, avec des soldats occupant les rues, des chars avançant dans les avenues et des communiqués officiels déclarant la fin de l'état de droit. Mais en réalité,
Les démocraties meurent rarement dans des explosions. Elles s'évanouissent en silence, étouffées par l'habitude d'accepter l'inacceptable. Et c'est ce à quoi nous assistons actuellement. Un président qui, devant les caméras, affirme sans détour qu'il n'est pas soumis aux ordres des juges, qu'il peut rejeter des sentences à sa guise, qu'il a carte blanche sur des questions telles que la sécurité nationale, les frontières, les relations internationales, les décrets unilatéraux. Un président qui transforme chaque faille du système en un tremplin pour étendre son autorité. Et ce faisant, il repousse peu à peu les limites de la légalité jusqu'à ce qu'elles deviennent invisibles. Il ne reste alors qu'un vide, où le pouvoir ne rencontre aucune barrière, un terrain fertile où l'autoritarisme se fait passer pour un leadership légitime. Le plus inquiétant dans tout cela est de constater à quel point cette attitude est célébrée par une grande partie de la société. Un nombre important de citoyens, conditionnés par des années de discours hostiles, en sont venus à considérer le pouvoir judiciaire comme un ennemi. Les juges, autrefois considérés comme les protecteurs de la légalité, sont désormais présentés comme les membres d'une élite distante, corrompue et opposée à la volonté populaire. Dans ce contexte, toute tentative de limiter le pouvoir présidentiel est interprétée comme du sabotage. Lorsque la population commence à croire que les mécanismes de contrôle institutionnel sont des obstacles au progrès, l'autoritaire triomphe, non par la force, mais par la persuasion. Il convainc les gens que l'usage de la force est juste, que faire taire les juges est un signe de courage, qu'ignorer la loi est un signe d'action efficace, que bafouer les garanties est nécessaire pour atteindre le bien commun. Mais l'histoire ne soutient pas cet argument. Chaque fois qu'un dirigeant se place au-dessus des normes constitutionnelles, le résultat est douloureux, peu importe le spectre politique dont il est issu. La chute d'un régime démocratique n'a pas de couleur partisane. Elle suit un scénario. Et ce scénario commence toujours par saper les institutions, chargées de contenir les excès du pouvoir central. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing. Cour suprême. Même avec sa composition majoritairement conservatrice, en partie formée de noms désignés par Trump lui-même, la Cour représente toujours un véritable obstacle à ses pulsions autoritaires. C'est pourquoi elle est devenue une cible. Lorsqu'un ministre de la Cour quitte la salle pendant une déclaration présidentielle, ce n'est pas un geste symbolique isolé, c'est un appel urgent à la préservation de l'intégrité institutionnelle. Un acte qui affirme, sans mots, qu'il existe encore des frontières, que la toge a plus de valeur que l'ambition de celui qui occupe la plus haute fonction de la nation, que le texte constitutionnel résonne encore au-dessus de la voix du dirigeant. La grande question est la suivante. Ou qui d'autre au sein de la Cour partage cette même disposition? Combien résisteront à la pression croissante? Combien conserveront leur dignité dans un contexte où dire non à l'exécutif signifie affronter non seulement le pouvoir politique, mais aussi la désapprobation d'une foule hostile, car il ne s'agit plus d'un jugement spécifique, c'est le rôle même de la justice dans une république qui est en jeu. Si la Cour suprême hésite, si elle choisit le silence, si elle permet à l'exécutif de dicter les limites de son action, alors elle perdra son essence. Et une Cour suprême qui ne fonctionne plus comme un frein, même si elle existe toujours en tant que bâtiment ou organe formel, transforme le pays en quelque chose de différent. Un régime dans lequel le président décide de tout, sans équilibre, sans contrôle, sans obligation. Et pour ceux qui pensent que cela peut être positif, par affinité avec Trump ou par approbation de son programme, il est essentiel de comprendre que le pouvoir absolu, qui semble aujourd'hui avantageux, sera demain le même instrument entre les mains de quelqu'un ayant des idées opposées. L'autoritarisme ne s'arrête pas avec le changement de parti. Il perdure. Il change seulement d'apparence, de ton, d'orientation. Il reste ancré dans les brèches que nous avons ouvertes, dans les jugements fragiles, dans les omissions que nous justifions au nom de quelque chose de passager. C'est pourquoi l'avertissement lancé par John Roberts doit être pris au sérieux.
Il ne défend pas un collègue, ni ne protège une décision spécifique. Il élève la voix pour défendre l'ensemble du pacte constitutionnel. Il nous dit, avec toutes les lettres possibles dans le langage institutionnel, que si nous acceptons que des juges soient attaqués ou destitués pour avoir exercé leurs fonctions, nous arrivons à la fin de l'impartialité, la fin de la confiance publique, la fin de la possibilité pour quiconque d'appliquer la loi sans craindre de représailles. Et lorsque cela disparaît, l'espoir du citoyen lambda disparaît avec. Car dans un pays où les juges s'agenouillent devant le pouvoir, il n'y a plus personne vers qui se tourner. Lorsque vos droits sont bafoués, si vous pensez encore que tout cela semble exagéré, arrêtez-vous et observez ce qui nous entoure. Écoutez les discours qui sont prononcés. Remarquez le ton adopté dans les déclarations publiques. Voyez comment les adversaires sont traités, comment les décisions judiciaires sont contestées par des insultes, des menaces et des campagnes publiques d'intimidation. De nombreux dirigeants, juristes et représentants institutionnels choisissent le silence, non pas parce qu'ils sont d'accord, mais par crainte de perdre leur soutien, de subir des représailles. C'est pourquoi il est urgent de parler, de raconter ce qui se passe, aussi douloureux que cela puisse être, de répéter, de clarifier, de dénoncer, car une partie de la population croit encore en la force de la Constitution. Mais le temps presse, les jugements sont rendus en ce moment même. Les décisions sont en cours de rédaction et l'attitude de Donald Trump montre clairement que, s'il n'y a pas de réaction maintenant, il ira de l'avant et il continuera d'avancer, il ira plus loin, il testera de nouvelles méthodes. Il fera de l'exception une pratique courante et lorsque cela se produira, nous aurons peut-être déjà perdu les derniers ministres qui ont le courage de se lever. Peut-être auront-ils déjà pris leur retraite, auront-ils été écartés ou remplacés, et alors, qui restera pour protéger ce qui reste ? Qui osera affronter un pouvoir? Qui n'accepte aucune limite? Qui sera capable de maintenir une structure qui cède à chaque nouvelle attaque? C'est pourquoi votre attention est essentielle. Votre présence ici a de la valeur. Votre voix écrite dans les commentaires de cette vidéo peut être l'étincelle qui réveillera quelqu'un de sa torpeur. Répondez honnêtement. Avez-vous aussi le sentiment que quelque chose ne va vraiment pas? Que les limites sont repoussées trop loin? Que ce qui était impensable, il y a quelques années, est désormais devenu routine? Si oui, commentez ci-dessous. Je vois tout et je ne peux plus me taire. Votre commentaire peut être le coup de pouce dont quelqu'un d'autre a besoin pour réaliser qu'il n'est pas seul. Ensemble, nous pouvons avoir un impact. Ensemble, nous pouvons briser le silence. Ensemble, nous montrons qu'il existe encore des citoyens vigilants, que la Constitution ne sera pas détruite en silence. Il est encore temps, mais seulement si nous agissons maintenant, debout, fermes, pour la justice, pour la liberté, pour la démocratie. Nous sommes arrivés à un point où il n'est plus possible de soutenir l'illusion que ce à quoi nous assistons n'est qu'un énième conflit politique passager, une nouvelle controverse fabriquée de toutes pièces, ou une crise supplémentaire que le temps finira par résoudre par inertie. Il ne s'agit pas de cela. Ce à quoi nous assistons est quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Il s'agit d'une transformation structurelle, une rupture qui modifie les fondements d'une république, même si beaucoup n'ont pas encore pris conscience de la gravité du moment. Car lorsque le président des États-Unis d'Amérique commence à considérer la Constitution comme un obstacle, et non comme le fondement du pouvoir qu'il exerce, ce qui est en jeu, ce n'est pas son image publique, ni les prochains résultats électoraux, ni même le conflit entre les factions partisanes. Ce qui est menacé, c'est la définition même du gouvernement constitutionnel. Ce qui rend ce scénario encore plus alarmant, c'est le silence. Alors que cette avancée contre les piliers démocratiques se déroule, une grande partie des institutions reste paralysée. Les parlementaires hésitent, les dirigeants politiques esquivent. Beaucoup optent pour un discours de neutralité, de prudence, d'équilibre.
Mais ce qui est en train d'être érodé, c'est précisément l'équilibre que ces mêmes principes prétendent vouloir préserver. Le Congrès assiste au démantèlement institutionnel sans réagir, fragmenté, affaibli, sans cohésion, ni courage pour imposer des limites. Une partie des représentants préfère faire comme si de rien n'était. D'autres se sentent à l'aise de céder, tant que cela satisfait la base électorale qui les soutient. Et ainsi, Donald Trump avance, parce qu'il a compris qu'il le pouvait. Parce qu'il a compris que tant que sa voix sera plus forte que toutes les autres, les structures hésiteront. Les juges qui osent appliquer la loi deviennent des cibles. La Cour suprême, confrontée à des jugements qui redéfiniront la portée du pouvoir présidentiel, est soumise à une pression sans précédent. Et la question qui se pose est inévitable. La Cour résistera-t-elle à l'assaut ou cédera-t-elle ? Chaque vote prononcé par les ministres au cours des prochains mois sera plus qu'une simple interprétation de la loi. Ce sera une déclaration sur l'avenir de la démocratie aux États-Unis. Si Trump remporte toutes les procédures, si ces mesures sont entièrement validées, le message envoyé au monde sera clair. Le président américain a conquis le droit de gouverner sans frein. Il aura l'autorisation implicite d'ignorer les normes, de mépriser les décisions judiciaires, de contourner le Congrès et de concentrer sur lui-même des fonctions qui appartiennent à différentes sphères du pouvoir. Il aura, en pratique, la liberté de modeler la structure de l'État selon ses intérêts. Et ce n'est pas une projection déformée, c'est déjà en cours. Des ordonnances judiciaires sont ignorées. Des décrets sont pris sous prétexte d'urgence, dépassant les limites de la légalité. Des opérations sont menées sans le contrôle du pouvoir judiciaire. Et tout cela est présenté comme un nouveau modèle de gouvernance. Mais ce n'est pas le cas. Cela ne l'a jamais été. La Constitution des États-Unis d'Amérique a été conçue précisément pour empêcher tout président, aussi populaire soit-il, de concentrer le pouvoir absolu. Les fondateurs de la République savaient que les moments de crise rendent la société vulnérable aux discours faciles, aux leaders charismatiques qui offrent des promesses immédiates en échange de libertés fondamentales. C'est pourquoi ils ont créé un système de freins et contrepoids. Une structure qui, même sous pression, doit être capable de dire non, même lorsque ce non est impopulaire, même lorsque cela coûte cher, même lorsque c'est difficile. C'est pourquoi les magistrats de la Cour suprême ont un mandat à vie. C'est pourquoi l'indépendance judiciaire est inviolable. Parce que quelqu'un doit garder à l'esprit que le pouvoir, aussi séduisant soit-il, ne peut être illimité, qu'aucune majorité, aussi passionnée soit-elle, n'a le droit de révoquer les droits fondamentaux, qu'aucun homme, aussi influent soit-il, n'est au-dessus des lois. Mais ce souvenir ne survit pas tout seul, il doit être soutenu, il doit être réaffirmé dans des décisions, des votes, des actes de courage. Il a besoin du soutien d'une population qui comprend ce qui est en jeu, et c'est là que vous intervenez. Votre voix, votre conscience, votre capacité à percevoir que, derrière l'apparente normalité, se cache quelque chose de beaucoup plus grave. Car il ne suffit pas qu'un ou deux ministres quittent un événement en signe de protestation. Il ne suffit pas que le président de la Cour publie une déclaration protocolaire. La société doit exiger que la Constitution soit respectée. Elle doit défendre la liberté des tribunaux. Elle doit soutenir les juges qui prennent des décisions avec intégrité. Elle doit renforcer l'importance des institutions, même lorsque leurs décisions vont à l'encontre d'intérêts momentanés. Si nous ne le faisons pas maintenant, demain il sera peut-être trop tard. Et lorsque les livres d'histoire seront écrits, la question qui restera sera inévitable. Où étiez-vous lorsque la Constitution a été mise à l'épreuve? Vous êtes-vous caché? Avez-vous dit que c'était exagéré? Avez-vous tourné le dos? Ou avez-vous pris position? Vous êtes-vous battu pour la vérité? Avez-vous refusé d'accepter le silence comme réponse? Cette chaîne existe pour cela, pour maintenir vivante la flamme de la conscience critique, pour garantir que la politique soit discutée avec sérieux,
pour offrir des informations, du contexte et du courage à ceux qui ne veulent pas être complices de l'omission. Et si vous sentez que cette bataille est aussi la vôtre, inscrivez-vous dès maintenant. Rejoignez cette communauté qui ne cède pas, qui n'ignore pas, qui croit encore que la Constitution est plus qu'une pièce décorative dans les musées, alors que tant de gens font semblant que rien ne se passe. Nous continuerons ici à faire ce qui doit être fait, à dénoncer, à expliquer, à voir ce que beaucoup refusent de voir, parce que ce dont la démocratie a besoin en ce moment, ce n'est pas d'applaudissements faciles, mais de résistance, de personnes qui n'ont pas peur de dire ce qui doit être dit, de personnes qui ne se vendent pas, ne se cachent pas et n'acceptent pas que le pouvoir l'emporte sur la loi. Il est encore possible de renverser cette situation. Il est encore temps de protéger ce qui reste. Il est encore possible de réveiller ceux qui sont endormis, mais seulement si nous agissons ensemble, avec fermeté, avec détermination, avec courage. C'est pourquoi nous vous invitons à partager cette vidéo. Envoyez-la à ceux qui ont besoin de l'entendre. Dites-nous ci-dessous ce que vous ressentez en voyant cette situation se concrétiser sous nos yeux. Et n'oubliez pas, votre voix a un impact. Vous pouvez être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin de lire pour comprendre qu'il n'est pas seul. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement un texte constitutionnel, c'est l'avenir de la nation, c'est l'intégrité de nos principes, c'est la dignité d'un peuple qui n'a pas encore capitulé. Restez avec nous. Le prochain chapitre a déjà commencé et vous voudrez être du bon côté de l'histoire.